Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Une introduction. Chacun garde en mémoire les images terribles en provenance d'Haïti, montrant un pays à terre après qu'un séisme de magnitude 7 ait détruit en quelques secondes des dizaines de milliers d'habitations, causant la mort de centaines de milliers de personnes. Les estimations varient entre 100 000 et 300 000. C'était le 23 février 2010, il y a presque 10 ans, mais les stigmates du séisme sont encore bien visibles dans les rues de Port-au-Prince. Autre latitude, autre drame, mais encore des images impressionnantes qui ont fait le tour du monde. En 2004 en Indonésie, un puissant séisme provoqua un tsunami géant qui fit plus de 200 000 victimes en déferlant sur les côtes, majoritairement sur l'île de Sumatra, mais également sur tout le pourtour de l'océan Indien et ce jusqu'en Tanzanie. Le 11 mars 2011, le Japon, pays en pointe s'il en est en matière de protection vis-à-vis des séismes, se fit surprendre par un séisme d'une magnitude exceptionnelle de 9,1, et plus encore par le tsunami qui s'ensuivit avec une intensité que les pires scénarios n'avaient pas envisagée. Des vagues atteignant jusqu'à une trentaine de mètres de hauteur submergèrent les digues de protection et se propagèrent sur des dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Triste illustration du fameux effet domino, l'épilogue de ce séisme aux 20 000 victimes fut l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima. Plus récemment encore, la séquence sismique qui frappa l'Italie centrale entre le mois d'août et le mois de novembre 2016 nous porta également son lot d'images de villages en ruine, avec non plus des habitats de fortune ou des temples japonais, mais des églises, des maisons et autres châteaux, si semblables à ceux que l'on croise chez nous en France. Et 2016 ne représente que le dernier épisode d'une série interminable de puissants séismes qui frappent nos voisins italiens après 2012 en Émilie-Romagne, 2009 dans les Abruzzes, 2002 à Molise, 1997 en Ombrie et dans les Marches, etc. Le risque sismique se rapproche, mais semble épargner la France, au point de faire s'insurger quelques édiles contre des normes parasismiques jugées inutiles, prenant concitoyens, journalistes et parlementaires à témoin. Avez-vous mémoire, vous, du dernier séisme destructeur survenu chez nous ? Mais absence de preuve n'est pas preuve de l'absence, et cet argumentaire peut pour le moins être considéré comme étant un peu léger, sans doute teinté de démagogie et manquant à coup sûr du recul historique nécessaire. C'est que si le séisme frappe fort et en quelques secondes seulement, il lui faut en amont du temps pour se préparer. Des années dans les régions très actives, mais jusqu'à des dizaines voire des centaines d'années dans les régions qui ont la chance, comme la France métropolitaine, d'être moins actives. Le lecteur curieux n'aura qu'à consulter la base de données des séismes historiques SISFRANCE pour se convaincre de la réalité du phénomène en France, puisque chacune des 365 journées de notre calendrier est l'anniversaire d'un séisme notable ayant affecté notre territoire par le passé. Remontons donc le temps pour montrer que les mêmes scènes vues dans nos journaux aux pages internationales pourraient demain être en une de la presse régionale et nationale. 1967, le village pyrénéen d'Arrête est en grande partie détruit par un séisme. Le bilan quasi miraculeux d'une seule victime aurait pu être effroyable si de premières secousses de moindre intensité n'avaient pas poussé la population dehors. 1909. La Provence est ravagée par un séisme dont l'épicentre est situé près de la commune de Lambesc. L'on déplore 48 victimes décédées et la destruction d'innombrables bâtiments à Lambesc, Rognes, Salon de Provence, Aix-en-Provence. Les secousses sont ressenties dans une vingtaine de départements et jusqu'en Italie et en Espagne. 1839 et 1843. Les Antilles, territoire français le plus exposé au risque sismique, ne sont pas en reste puisque la Martinique et la Guadeloupe sont, à quelques années d'intervalle, successivement dévastées par deux violents séismes qui laissèrent derrière eux des milliers de victimes. La dangerosité du phénomène étant établie, connue et ici rappelée, il convient de s'interroger d'une part sur ce que cela implique, comment nous en protéger, comment apprendre à vivre avec, et d'autre part sur la manière dont cette dangerosité mobilise notre attention tout entière au point de nous empêcher de considérer d'autres aspects des séismes. Comment et pourquoi se produisent-ils ? De quels phénomènes naturels plus larges sont-ils les témoins, les manifestations visibles ? La Terre est-elle la seule à trembler ? Pourrions-nous seulement vivre sans séisme ? Etc. De même que derrière un criminel, l'avocat cherchera à remettre les événements dans un contexte,
à identifier des circonstances atténuantes, à dresser des perspectives. Tâchons ensemble dans ce livre de chercher, non pas des excuses au drame des vies arrachées par les tremblements de terre, mais des points de vue moins tranchés, des responsabilités peut-être partagées où l'homme aurait sa part à prendre, voire des opportunités offertes. 2. Le phénomène sismique. 2.1 Pourquoi la Terre tremble? Explication d'hier et d'aujourd'hui. Un rapide coup d'œil à nos journaux suffira à nous en convaincre. À tout malheur, grand ou petit, il faut son responsable. Catastrophe par excellence, capable de raser des villes entières en quelques minutes et de marquer le déclin de civilisation, les séismes n'ont donc pas échappé à la règle, et de nombreuses hypothèses ont été élaborées au fil des siècles pour en expliquer la cause, avec plus ou moins de succès. L'Antiquité place les séismes au rang de phénomènes naturels. Bien que de l'eau ait coulé sous les ponts depuis la Grèce antique, et qu'à Athènes comme ailleurs les modes de vie ont quelque peu changé, le phénomène sismique a pour sa part relativement peu évolué depuis 2500 ans. Aussi, les séismes étaient-ils déjà suffisamment fréquents et destructeurs pour inquiéter les citoyens grecs, dont la culture populaire convoquait volontiers les dieux de l'Olympe pour expliquer tel ou tel nouveau tremblement de terre. En particulier, les sautes d'humeur de Poséidon, le très colérique et susceptible dieu des mers et ébranleur de la terre, étaient réputés constituer l'une des causes principales des séismes. Mais d'autres candidats tenaient également la corde. Ainsi, les secousses sismiques ressenties autour de Etna étaient logiquement imputables aux nombreuses et infructueuses tentatives d'évasion du géant Encéladu qui avait été emprisonné sous le volcan par Athéna, tandis que les changements de position du pauvre titan Atlas secouaient immanquablement la terre qu'il portait sur ses épaules. Mais les philosophes grecs, qui avaient pour louable ambition de comprendre la nature par l'observation et la logique, ne se satisfaisaient guère de ces mythes païens. Avec méthode et précision, ils accumulèrent rapidement de nombreuses observations relatives au séisme et à leurs effets. Observations singulières qu'ils se mirent en devoir d'expliquer par des théories selon la démarche de l'induction, ou de l'art de chercher des causes rationnelles à des manifestations telluriques mystérieuses. À cet exercice, il est aisé de raisonner par analogie, en imaginant des théories reprenant des principes observés dans notre expérience quotidienne. Reprenant l'image d'un bateau malmené sur une mer déchaînée, le savant et philosophe Thalès, 6e siècle avant J.C., postula l'idée de terre flottant sur des eaux parfois agitées par des tempêtes souterraines. D'autres penseurs grecs osèrent pour leur part conjecturer un lien direct entre séisme et météorologie. Nous y reviendrons plus longuement au chapitre 2.6. Sécheresse ou au contraire fortes pluies et inondations étant susceptibles de provoquer, pour les uns de profondes fissurations, et pour les autres des effondrements de terre gorgés d'eau, mais avec dans les deux cas l'immanquable conséquence de déclencher des séismes. Quel est le point commun entre toutes ces tentatives d'explication des séismes? Le recours constant aux éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre. En la matière, nous devons la théorie la plus fameuse à Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, l'une des théories ayant eu la plus grande longévité de l'histoire des sciences, près de 2000 ans, qui tenta d'expliquer l'origine de séismes par un principe unique, celui du pneuma, sorte de vent sec généré à la fois par la chaleur interne de la Terre, le feu interne, et par le Soleil qui, s'engouffrant et se concentrant dans d'immenses cavernes souterraines, y provoquerait des effondrements terribles. Les philosophes de l'Empire romain s'en tinrent pour leur part à la discussion et au raffinement des théories de leurs aînés, sans y apporter beaucoup de nouveautés. De l'obscure tutelle divine médiévale aux lumières des philosophes. Prenant le contre-pied parfait de la démarche d'induction des philosophes grecs, la période du Moyen-Âge eut plus volontiers recours à la démarche de la déduction, consistant à imposer la théorie comme point de départ, puis à en tirer les fils pour dresser des conclusions sur l'origine des séismes. À cette époque toute puissante en Occident, l'Église plaçait quant à elle comme seule et unique théorie valable celle du divin. Dès lors, seul importait de trouver les arguments et accessoirement quelques observations, venant confirmer que les séismes sont des punitions divines infligées par le Créateur aux populations pécheresses ou insuffisamment pieuses. L'on se contentait alors le plus souvent de consigner la survenue de nouveaux séismes, mais sans se donner la peine d'en chercher les causes, les savants étant alors, il est vrai, peu incités à trouver des explications rationnelles dans des temps agités où il n'était pas bon d'être taxé d'hérésie.
En Italie, ce point n'échappa d'ailleurs pas à l'évêque de Brescia qui crut bon, au IVe siècle, de déclarer comme hérétique le fait même de chercher des causes naturelles au séisme. Cela n'empêcha cependant pas quelques esprits libres de s'intéresser au sujet et d'y consacrer leurs travaux, mais le plus souvent pour réhabiliter et remettre au goût du jour la théorie d'Aristote. Progressivement, l'idée émergea que puissent coexister deux types de séismes. Les séismes naturels explicables par les lois de la nature, et les séismes miraculeux, dépendant de la seule volonté divine, mais aussi de l'Église, du roi, etc. Il ne s'agit là en fait que d'une timide ouverture de l'Église, puisque Dieu est encore au Moyen-Âge supposé avoir pouvoir sur toute chose, y compris sur les lois naturelles elles-mêmes. Il faut donc attendre le XVIIIe siècle pour que la science réinvestisse la question de l'origine des séismes. Plus précisément grâce au séisme du 1er novembre 1755 qui ravagea Lisbonne. Celui-ci constitua un véritable électrochoc, et marqua un tournant dans la perception du phénomène sismique. Ressenti dans une grande partie de l'Europe occidentale, ce séisme et la catastrophe qu'il a causée suscitèrent alors l'intérêt des savants et des philosophes. Les auteurs du journal historique, géographique et physique de tous les tremblements de terre et autres événements arrivés dans l'univers pendant les années 1755 et 1756 furent catégoriques. Les matières sulfureuses et bitumineuses venant à fermenter après avoir été longtemps resserrées et retenues, auront causé des feux souterrains qui, ne trouvant pas d'issue libre, ont étrangement raréfié R des conduits intrinsèques, soulevé la terre par des violentes raréfactions et causé des secousses. Voici donc une affaire réglée dans la droite continuité de la pensée d'Aristote, encore lui. Mais la catastrophe suscita également une vive polémique entre deux célèbres philosophes des Lumières. Voltaire, dans son poème sur le désastre de Lisbonne 1756, déplora pour sa part la cruauté du sort, et expliqua que Dieu s'est vengé. Dans une lettre datée de la même année, Rousseau critiqua violemment le point de vue de son rival philosophe. Seul l'homme est responsable du lourd bilan humain et matériel puisque la nature n'avait point rassemblé là 20 000 maisons. Indépendamment de l'origine des séismes, une idée nouvelle fait donc son apparition. L'homme pourrait avoir une responsabilité directe dans les catastrophes naturelles. Cette brèche de taille dans le dogmatisme chrétien, qui avait mis en sommeil prolongé toute velléité d'explication scientifique du phénomène sismique, ne fit cependant pas cesser les nombreuses processions religieuses menées inlassablement pour implorer la clémence de Dieu. Dans son ouvrage consacré au séisme de Lisbonne, Jean-Paul Poirier livre ainsi qu'il était alors de bon ton de se donner un protecteur contre les tremblements de terre futurs. Ce fut ainsi de manière assez arbitraire que saint François Borgia fut par exemple désigné protecteur contre les séismes de la ville de Lisbonne au Portugal, mais aussi de Naples en Italie, ou encore de Valence en Espagne. Une mesure parasismique à l'efficacité contestable, que le Premier ministre portugais de l'époque eut la clairvoyance de doubler de mesures architecturales pour réduire la vulnérabilité de sa capitale. On n'est jamais trop prudent. Après 2000 ans, la théorie du maître Aristote enfin dépassée par celle de ses élèves. Dès lors, c'est la course rationaliste à la théorie qui sera capable d'expliquer l'existence des séismes par des lois naturelles. Mais comme il est parfois difficile de se défaire de la tutelle rassurante de nos aînés. Surtout quand cet aîné est aussi prestigieux qu'Aristote. Ainsi, la météorologie fut par exemple associée au séisme jusqu'au début du XXe siècle, comme le montre l'exemple du séisme qui secoua la vallée de Chamonix le 29 avril 1905, suite auquel un article de la presse régionale attira l'attention de ses lecteurs sur le fait que le temps orageux de ces jours derniers était sans doute un pronostic de ce phénomène. Mais comme en Grèce dans l'Antiquité, la météorologie n'était alors pas la seule candidate sur les rangs. Sur ce même événement, un journal jurassien invoqua pour sa part dans son édition du 3 mai 1905 des causes telluriques. Dans les intimités de la croûte terrestre, l'égouttement des eaux, la poussée de gaz, les réactions mécaniques, thermiques, électriques, magnétiques, etc., doivent nécessairement provoquer sans trêve des dislocations, des effondrements, des fissurations qui ne sont pas sans retentir parfois sous une forme dramatique à la surface. Pour ne pas être en reste, le journal de la vallée d'Aoste supposa quant à lui une source volcanique pour ce séisme. On croit que la secousse soit partie des montagnes de l'Auvergne pleines de volcans, 5 mai 1905.
et l'abbé Moreni de l'Observatoire de Bourges de prendre de la hauteur en cherchant la réponse dans le ciel. L'activité solaire était l'annonce de profondes perturbations terrestres et elle devait nécessairement coïncider avec des tremblements de terre. Journal d'Alsace-Lorraine daté du 2 mai 1905. Rien ne va plus, faites vos jeux. Mais revenons un peu en arrière, avec l'intuition visionnaire du géologue anglais Robert Hooke qui, au début du XVIIIe siècle, émit l'hypothèse que les séismes pouvaient être en partie responsables de la formation des montagnes. À défaut de statuer sur le comment et le pourquoi, ce sont donc les géologues qui, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, contribuèrent à mieux comprendre ce qu'est un séisme. Une rupture brutale et la mise en mouvement soudain des deux blocs d'une faille. Il s'agit donc de cassures dont l'énergie se propage comme l'onde sur le lac, après qu'un caillou y ait été lancé. Les secousses sont généralement plus marquées à proximité de la faille, et s'atténuent avec la distance. Oui, mais pourquoi cassent-elles ces fameuses failles? Effet de mode oblige. L'électricité est un temps évoquée au milieu du XVIIIe siècle. Dans un pareil exercice, peut-être invoquerions-nous aujourd'hui les perturbateurs endocriniens, le réchauffement climatique ou autres réseaux sociaux. Puis les phases lunaires, etc. Alors que de savants passionnés consignaient avec toujours plus de précision leurs observations liées, de près ou de loin, aux séismes qui surviennent aux quatre coins du globe, un nouvel outil fit son apparition à la fin du XIXe siècle, le séismographe, qui permet d'enregistrer les mouvements du sol et d'étudier la propagation des ondes sismiques. Ce nouvel instrument de haute technologie suscita de grands espoirs quant à la progression de la compréhension du phénomène sismique. Le début du XXe siècle coïncida également avec un changement de perspective. Il s'agit désormais de comprendre les mécanismes généraux à l'œuvre dans le globe, responsables de l'accumulation de contraintes le long des failles et donc des séismes. La réflexion porta un moment sur la Terre qui se refroidit, se ratatine sur des millions d'années et se fractionne en de grandes failles. Intrigué notamment par le surprenant emboîtement des pièces de puzzle que constituent les différents continents, Alfred Wegener introduisit en 1912 l'idée d'une possible dérive des continents. D'abord copieusement moquée, cette idée revint sur le devant de la scène dans une version enrichie connue sous le nom de tectonique des plaques, et qui fut finalement acceptée dans les années 1960. Que dit-elle, cette fameuse théorie? Qu'à l'image de l'eau en ébullition où se forment des remous, l'intérieur surchauffé de la Terre est sujet à de grands mouvements de convection, au sein du manteau, qui lui permettent d'évacuer continuellement la chaleur vers l'extérieur, mouvement qui fragmente la fine peau de la Terre ou lithosphère en de multiples plaques qui se déplacent les unes par rapport aux autres, se frottant, se collisionnant, se fracturant et occasionnant dans cette immense bousculade d'innombrables séismes. Voici à peu de choses près, la représentation que nous avons aujourd'hui de l'origine des séismes et plus généralement de l'objet Terre, et que les scientifiques ne cessent d'explorer avec de plus en plus de détails. Pour autant, bien que la théorie de la tectonique des plaques soit aujourd'hui universellement adoptée par la communauté scientifique, des croyances ancestrales se perpétuent, et il n'est pas rare d'entendre encore l'invocation de punitions divines pour expliquer la survenue d'un séisme destructeur. Probablement l'homme a-t-il encore besoin de se rassurer face à des phénomènes naturels dont la puissance le dépasse. 2.2 Les séismes, plus visibles qu'ils n'y paraissent dans nos paysages. Correspondant à la libération brutale d'énergie au niveau de failles, les séismes... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.